Eh bien, c'était une surprise et un choc pour chaque personne dans la bande de Gaza. La plupart des gens dormaient en fait et se sont réveillés au son du bombardement massif. Nous allons d'abord à Hani Mahmoud à Gaza City. Comme je le disais à l'instant, Annie, c'est là que de nombreuses attaques ont eu lieu ces dernières heures. Mettez-nous simplement à jour sur ce qui s'est passé là-bas. Il est difficile de croire qu'il y a quelques semaines, l'hôpital ici était assez calme. Et encore une fois, nous revenons à ce qui s'est passé au cours des 15 derniers mois. Nous voyons plus de personnes à l'hôpital ici. Ce sont les membres restants de la famille, leurs amis, les personnes restantes qui ont survécu aux attaques dans la partie nord. Et Gaza City sont ici à l'hôpital Lahli avec plus de personnes amenées à l'hôpital. Le personnel médical nous a dit que la grande majorité a été transférée à l'hôpital dès 2 heures du matin. Le matin, jusqu'à maintenant, au cours des 45 dernières minutes, plus de corps sont récupérés sous les décombres et transférés à l'hôpital. Déjà, ici, nous parlons de près de 250 personnes ont été tuées à travers la bande de Gaza. Sur les 250 personnes, 28 dans la zone centrale et 113 dans la ville de Khan Younis et la partie sud de la bande. C'est le nombre de corps qui ont été identifiés par les membres de la famille survivants. Il y a encore des personnes aux portées disparues. Impossible à identifier à l'hôpital. L'armée israélienne a mené une série de frappes aériennes coordonnées à travers la bande de Gaza qui ont ciblé des écoles, des centres d'évacuation, des immeubles résidentiels, des installations publiques transformées en centres d'évacuation et des centres de déplacement pour les Palestiniens déplacés. N'oublions pas que de nombreux Palestiniens restent encore dans ces centres d'évacuation et installations publiques transformés en centres d'évacuation pour eux, tout simplement parce que leurs maisons ont été complètement détruites ou ils se trouvaient dans une zone que l'armée israélienne occupe encore. Ils n'ont pas eu l'opportunité de retourner chez eux ou d'installer des tentes près de ces zones. Ils restent donc à l'intérieur de ces centres d'évacuation. Ainsi, une fois de plus, nous voyons ces centres d'évacuation qui incluent les installations publiques, les écoles et d'autres zones se transformer en pièges mortels. Les attaques ont lieu et ont pris tout le monde par surprise car ce n'est que 45 minutes plus tard de ces attaques. À travers la bande, la déclaration de l'armée israélienne revendiquant la responsabilité des attaques à travers la bande de Gaza. Ce que nous entendons des gens ici qui se sont présentés à l'hôpital, c'est qu'ils recherchent encore des membres de leur famille disparus. Ils ne sont pas sûrs s'ils ont été tués, s'ils ont disparu quelque part. Ils viennent à l'hôpital ici pour se renseigner sur la région. Il y avait hier s'ils ont été admis tôt. Ce matin ou non, c'est une autre couche de tragédie, une autre couche de misère. Et encore plus de personnes sont maintenant poussées à la disparition forcée. L'intensité du bombardement, c'est un exemple qui nous a été partagé. L'intensité du bombardement était si massive que beaucoup de personnes ont été projetées, en particulier lors des attaques sur les immeubles résidentiels. Beaucoup de personnes qui ont été tuées ont été projetées hors des bâtiments et ont été recueillies. La chair a été collectée dans les cours d'autres maisons dans la partie ouest de la ville de Gaza et dans les rues avant d'être transférés à l'hôpital. Tragiquement, nous revenons à la même formulation familière. Nous voyons que les femmes et les enfants constituent la majorité des personnes tuées dans ces bâtiments. Nous voyons plus de morts et plus de destruction. Et la scène dominante à l'hôpital ici, voyant un père travailleur et en pleurs s'effondrer ici, des femmes ici sur les corps de leurs enfants et de leurs proches à l'intérieur de l'hôpital. C'est une chose que nous devrions signaler, le bruit qu'elles peuvent entendre derrière. Derrière vous, il y a, je suppose, un autre drone israélien. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu pendant les 17 derniers jours, pendant la durée du cessez-le-feu, mais les drones sont là pour surveiller ce qui se passe dans cette zone et parfois ils transportent aussi des armes. Comme je le dis, ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu depuis longtemps, nous l'entendons beaucoup maintenant. Mais je veux vous parler de la situation médicale, car nous sommes au jour 17 d'un blocus qu'Israël a imposé à Gaza. Rien n'entre à Gaza, ni ça, ni nourriture, ni sac, ni carburant, ni électricité. L'électricité a été coupée. Il n'y a pas d'eau, mais surtout pas de fourniture médicale. Et je comprends, il y a maintenant 342 personnes connues pour être mortes à la suite des attaques que nous avons eues ces dernières heures. Cela va à nouveau mettre une pression énorme sur les équipes médicales. Absolument, Rob. Et nous voyons vraiment cet hôpital qui est passé d'une très petite organisation de santé privée et caritative marginale à une organisation de santé de premier plan, accueillant des milliers de patients et de blessés au cours des 15 derniers mois. Pendant la période de cessez-le-feu, l'hôpital était déjà en difficulté, déjà submergé par de nombreux cas nécessitant encore des soins médicaux nécessaires à l'intérieur de ces installations. Ne devrions-nous pas juste
Depuis ce matin, nous sommes de nouveau sur la bonne voie, ajoutant plus de pression sur l'hôpital, dont de grandes parties sont rendues non opérationnelles simplement à cause de la pénurie aiguë de fournitures médicales, du personnel médical insuffisant disponible à l'hôpital. Nous venons de parler brièvement en entrant dans l'hôpital. Un membre du personnel médical a dit qu'ils étaient occupés depuis 2 heures du matin sans arrêt. Ils effectuent et réalisent des chirurgies pour les personnes qui en avaient besoin, des chirurgies immédiates sans les fournitures médicales nécessaires, sans les soins médicaux nécessaires. La salle d'opération ici n'a pas été préparée pour accueillir ce grand nombre. Que s'est-il passé? Lorsque le grand nombre de blessés est arrivé à l'hôpital, cela a été un choc pour l'hôpital au point qu'ils ne savaient pas quoi faire. Les médecins nous ont littéralement dit qu'ils devaient choisir lequel recevrait les soins médicaux parce qu'ils devaient prioriser les cas. Certaines des cas sont arrivés ici et en raison du manque de fournitures médicales sont tout à fait intraitables. Ils ont dû prêter attention à d'autres cas pour lesquels ils avaient au moins un petit pourcentage de chances d'être traités et d'être en sécurité. Et c'est la partie la plus difficile que les médecins et le personnel médical de l'hôpital Al-Ahli doivent prendre et faire chaque jour au cours des 15 derniers mois. Malheureusement, c'est de nouveau sur la même voie et ils font exactement la même chose depuis la nuit dernière lorsque les attaques ont eu lieu. Ce n'est pas seulement les fournitures médicales, le carburant s'épuise ici beaucoup. Des machines de nécessaire et vitales ici dépendent de chaque litre de carburant. Et sans le carburant, nous parlons de 17 jours de blocus étouffant. Aucun de ces articles essentiels, que ce soit les fournitures médicales, le carburant et d'autres nécessités et équipements de base nécessaires pour l'hôpital, n'ont été autorisés par l'armée israélienne. Laissant simplement un hôpital entier lutte pour fournir des soins médicaux et nous parlons de soins médicaux de base. Rien d'avancé, rien d'inapproprié jusqu'à présent. Et le fait que beaucoup de gens meurent ici est dû à 2 choses. Les attaques sont sévères, les blessures causées ou les attaques causant des blessures graves. Ici, ils pourraient être traités si les fournitures étaient ici, si l'équipement était ici, si la salle d'opération était très bien préparée, mais ce n'est plus le cas à cause du blocus. Merci beaucoup, en effet. Annie Mahmoud, là-bas, nous parlons depuis l'hôpital Al-Aqsa à Deir el-Bala. Je veux aller à Hind Kadri qui est à Deir el-Bala. Cela doit être un choc énorme pour de nombreuses personnes à Gaza, car aussi fragile que le cessez-le-feu ait pu être, il y a eu un certain répit. Des activités militaires à Gaza au cours des dernières semaines, environ pendant la durée du cessez-le-feu. Et maintenant, de manière inattendue, sans avertissement, nous avons des attaques israéliennes. Eh bien, c'était une surprise et un choc pour chaque personne dans la bande de Gaza. La plupart des gens dormaient en fait et se sont réveillés au son du bombardement massif. Maintenant, ce que nous devons également savoir, c'est que ce cessez-le-feu était très fragile, où au moins 100 Palestiniens ont été tués pendant les 2 mois de cessez-le-feu. Maintenant, oui, c'était très fragile, mais les Palestiniens ne s'attendaient pas à cela. C'est le Ramadan, tout le monde jeûne, tout le monde s'attendait à passer au moins les derniers jours du Ramadan sans frappe aérienne. Maintenant, ce que nous devons également savoir, c'est comment le bombardement s'est produit. Il a eu lieu, les forces israéliennes ont mené quelques frappes aériennes dans différentes zones de la bande de Gaza. Maintenant, selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 310 Palestiniens ont été tués. Il y a beaucoup de personnes disparues et piégées sous les décombres. Mais nous avons aussi une nouvelle mise à jour. Les autorités israéliennes ont restreint toutes les évacuations médicales palestiniennes qui avaient lieu chaque jour par le passage de Rafah. Nous parlions d'environ 50 Palestiniens soit blessés, soit atteints de cancer ou de maladies chroniques. Et tous ces Palestiniens sont maintenant interdits de quitter la bande de Gaza. Plus de restrictions. Nous parlons de 17 jours sans nourriture, sans carburant, sans usine de dessalement en fonctionnement, sans les services vitaux pour les Palestiniens. Ils avaient déjà du mal à obtenir un repas pour leurs enfants. Maintenant, ils souffrent aussi et sont également bombardés par les forces israéliennes. Les Palestiniens sont très, très désespérés. Vous voyez tout le monde sous le choc. Les Palestiniens ont peur. Ils essaient de protéger leurs enfants de toutes les manières possibles. Mais aussi, les Palestiniens n'étaient pas prêts pour cela. Ils attendaient des nouvelles pleines d'espoir. Mais en réalité, c'est très déprimant et tout le monde a très peur que cela ne s'arrêtera pas. Y a-t-il une indication de la part des personnes avec qui vous avez parlé que ils craignent que cela ne soit pas un cas isolé, qu'il puisse y avoir plus de frappes et plus d'actions militaires? Eh ben, en fait, les Palestiniens ont très très peur, surtout du fait que certaines personnes sont allées au nord, d'autres sont au sud.
Les Palestiniens sont divisés entre deux zones. Maintenant, où certaines familles préparaient en fait les maisons, nettoyaient et réparaient les maisons. Et maintenant, les Palestiniens ont très peur qu'il y ait une invasion terrestre. Ils ont aussi peur que Nizarim ne ferme et que les Palestiniens ne soient divisés, tout comme ils l'étaient. Pendant la guerre, il y a beaucoup d'inquiétudes. Les Palestiniens sont privés de leurs besoins fondamentaux. En parlant de nourriture, nous avons vu des gens faire la queue pour l'eau, faire la queue dans les boulangeries, faire la queue dans les cuisines de repas chauds, et chaque jour, la situation s'aggrave de plus en plus. Et maintenant, tout cela se passe avec de nouvelles frappes aériennes. Nous avons été ici dans la zone centrale où au moins 27 personnes ont été tuées au cours des dernières heures. Et nous avons également entendu des explosions constantes dans différentes zones à l'ouest et aussi à l'est. Je regarde les enfants ici, déplacés à l'hôpital Al-Aqsa. Tout le monde est effrayé, surtout les enfants. Et ils nous demandent, est-ce que ça va durer longtemps? La guerre est-elle de retour? Et toutes ces questions n'ont pas de réponse. C'était une attaque surprise. La vague massive de frappes aériennes a surpris tout le monde. Les Palestiniens ne s'y attendaient pas et il n'y a aucun type de sécurité ou de sûreté. Les Palestiniens n'ont aucune source de sécurité à l'heure actuelle. Et Kadri nous parlait depuis Deir el-Bala. Hind, merci beaucoup. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.